Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Émile Durkheim. Émile Durkheim est un sociologue français, né en 1858. Il est considéré comme l'un des fondateurs, sinon le fondateur, de la sociologie moderne. Il est celui qui a le plus contribué à faire de la sociologie une discipline à part entière, une discipline scientifique. Et si je crois légitime de parler d'un sociologue sur une chaîne de philosophie, c'est parce que, jusqu'au XIXe siècle, sociologie et philosophie partageaient un lien de parenté. Le mot sociologie est relativement récent, il date du XVIIIe siècle, mais l'idée derrière ce mot, elle, existe depuis bien plus longtemps. L'idée d'étudier les phénomènes sociaux, l'idée d'étudier la manière dont la société influence nos comportements, c'est quelque chose de très ancien. Quand Aristote définissait l'homme comme un animal politique, quand Platon estimait que la cité devait imprimer dans le cœur des hommes l'amour du vrai et du juste, c'était une manière de dire que les individus sont en grande partie façonnés par la société dans laquelle ils vivent. Et pourtant, il ne nous viendrait pas à l'esprit de définir Platon et Aristote comme des sociologues. Leur intérêt pour la sociologie, c'était un intérêt d'ordre philosophique, un intérêt pour la question du rapport entre l'individu et le collectif. Dès lors qu'on s'intéresse à la manière dont nos comportements sont influencés par notre environnement social, dès lors qu'on reconnaît l'existence de phénomènes collectifs et qu'on s'interroge sur eux, on fait de la sociologie. La sociologie, c'est littéralement l'étude des faits sociaux. Or, à partir du moment où on vit en société, ce qui est a priori notre cas à tous, on n'échappe pas aux faits sociaux. Nous sommes tous partie prenante de comportements, de pratiques, de manières de penser qui sont largement déterminées par la société dans laquelle nous vivons. Mais il aura fallu attendre le XIXe siècle pour que cette influence du social sur les individus fasse l'objet d'une étude à part entière. Il aura fallu attendre le XIXe siècle pour qu'on admette que les faits sociaux n'étaient pas seulement un paramètre à prendre en compte, mais qu'ils étaient bel et bien une réalité objective, une réalité scientifique. Et c'est là qu'intervient Émile Durkheim, car Durkheim est celui qui a voulu donner un cadre scientifique à l'étude des faits sociaux. Pour le dire simplement, il est celui qui a voulu qu'on prenne la sociologie au sérieux. Qu'on la prenne au sérieux comme on prenait au sérieux les autres sciences. La biologie, la physique ou l'astronomie. Rappelons qu'au XIXe siècle, il y a un véritable engouement pour les sciences. La connaissance explose dans tous les domaines et tous les savants y vont de leur petite contribution. Pasteur pose les bases de la microbiologie, Maxwell découvre l'électromagnétisme, Mendeleïev élabore son tableau périodique des éléments, Darwin fait valider sa théorie de l'évolution. Bref, le XIXe siècle est le siècle de l'envolée des sciences, pour ne pas dire de la fascination pour les sciences. Cette fascination va même toucher les artistes, en particulier les romanciers, comme Zola ou Maupassant par exemple. Ce n'est pas un hasard si on les appelle des écrivains naturalistes, puisque le naturaliste, c'est celui qui pratique les sciences naturelles, et notamment la biologie. Les romans naturalistes sont remplis de références au domaine scientifique. On y évoque l'hérédité, on y évoque l'influence du milieu, et Zola a même sous-titré sa série des Rougon-Macquart « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». La littérature naturaliste, c'est l'art qui s'abreuve au puits de la science. Et si je parle de tout ça, c'est pour que vous compreniez bien l'état d'esprit dans lequel baignait Émile Durkheim lorsqu'il a émis le projet de faire de la sociologie une science. C'était pour lui une manière de participer à l'essor de l'esprit scientifique
qui animait le 19e siècle. Et pour ça, il fallait imiter le modèle des autres sciences, c'est-à-dire définir un objet d'étude spécifique et mettre en place une méthode rigoureuse qui allait permettre de faire accepter la sociologie au sein de la grande famille des sciences. Seulement voilà, ce désir de Durkheim, le désir d'instituer la sociologie comme science, allait se heurter à quelques réticences. Des réticences auxquelles Durkheim va répondre et qu'on va essayer de résumer de manière simple. La première réticence, la plus facile à comprendre, c'est que, à la différence des autres sciences, la sociologie ne porte pas sur des réalités matérielles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire qu'un fait social, ce n'est pas quelque chose de palpable. Un fait social, ce n'est pas un objet concret. Or, à l'exception des mathématiques, toutes les sciences en vigueur au XIXe siècle portaient sur des objets palpables. La matière est un objet palpable. Les planètes sont des objets palpables. Les organismes sont des objets palpables. On peut les toucher. On peut les observer au microscope ou à la lunette astronomique. On peut les mesurer. On peut les peser, les décomposer. C'est concret. Mais un fait social, ce n'est pas concret. Ce n'est pas corporel. C'est très flou quand on y réfléchit, un fait social. Qu'est-ce que c'est concrètement, un fait social ? Comment ça se détecte ? Comment ça se comporte ? Comment ça agit ? Ça peut paraître très naïf comme questionnement, parce qu'à notre époque, la sociologie est bien installée parmi les sciences. Mais au XIXe siècle, ça n'avait rien d'évident. Parce qu'au XIXe siècle, un scientifique, ça travaille dans un laboratoire. Ça fait des expériences. Ça fait des calculs à partir d'observations mesurables. Et qu'à cette époque, on ne voit pas très bien à quoi pourrait ressembler le laboratoire d'un sociologue, ni avec quels instruments il peut bien étudier ces faits sociaux. Donc c'est ça, pour ainsi dire, le premier problème de la sociologie, ou plus exactement du projet de faire de la sociologie une science, le caractère incorporel des faits sociaux. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a un autre problème. Un problème encore plus fondamental. Littéralement, c'est-à-dire qui touche au fondement même de la démarche sociologique. Ce problème, c'est le fait que la sociologie considère que ce sont les faits sociaux qui façonnent les individus et non les individus qui façonnent les faits sociaux. Le postulat sociologique, c'est finalement un renversement de la perspective commune. La perspective commune étant de dire que ce sont les individus qui font la société et non pas l'inverse. Ce sont bien les individus qui s'assemblent, qui s'associent et qui, en s'associant, créent des réalités sociales. Les réalités sociales ne devraient donc être rien de plus que la somme des actions des individus. Donc, le deuxième problème de la sociologie, c'est qu'elle tend à expliquer des comportements individuels par des causes extérieures à ces mêmes individus. Et si on va au bout du raisonnement, c'est-à-dire si on admet que c'est la société qui influence les individus et non pas l'inverse, alors ça signifie que les individus ne sont rien d'autre que le produit de leur environnement. Autrement dit, la sociologie nierait aux individus leur liberté. Alors, maintenant qu'on a posé les deux principales objections qui ont été faites à la sociologie, on va voir comment Durkheim y répond. On va commencer par la première objection qui porte sur le fait que les faits sociaux ne sont pas des réalités matérielles. Alors ça, c'est une objection assez facile à résoudre en réalité, parce que si on y réfléchit, il y a des tas de choses que la science étudie et qui ne sont pas matérielles. On va prendre un exemple très simple. La trajectoire d'une planète autour du Soleil. Ce qu'on appelle l'orbite d'une planète. Eh bien, l'orbite d'une planète,
ça peut se mesurer. On peut en mesurer le diamètre, on peut en mesurer la vitesse, on peut en mesurer l'inclinaison. Et pourtant, l'orbite d'une planète, ce n'est pas matériel. La trajectoire parcourue par une planète autour du Soleil, ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est le résultat d'une interaction entre des objets matériels. Et c'est pas pareil. Donc on a bien affaire ici à un cas où la science étudie une chose non matérielle. Alors comme je sais que tout le monde n'est pas amateur d'astronomie, on va prendre un exemple encore plus simple. Si vous prenez une pomme et que vous la lâchez, la pomme va tomber. Pourquoi est-ce que la pomme va tomber ? Parce qu'elle est attirée par la Terre. Ça s'appelle la gravitation. Et la gravitation, physiquement parlant, c'est une force. Or, cette force qui fait que la pomme tombe par terre, on peut la mesurer. On peut même la calculer à l'aide de formules mathématiques. Donc la gravitation, on est bien d'accord que c'est très réel. Et pourtant, ce n'est pas matériel. La gravitation en elle-même, vous ne pouvez pas l'observer. Vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas la toucher. Ce que vous pouvez, c'est en observer les effets. Par exemple, si vous sautez du 3e étage, vous allez observer les effets de la gravitation. Mais vous n'allez pas observer la gravitation elle-même. Parce qu'une force ne s'observe pas. Ce sont ses effets qui s'observent. Eh bien, ce que nous dit Durkheim, c'est que un fait social, c'est exactement la même chose. Un fait social n'est pas une réalité matérielle. Un fait social est une force qui agit sur des réalités matérielles qui sont les individus et qui se traduit matériellement dans les usages et les comportements de ces individus. Et de la même façon que la gravitation ne se situe pas seulement dans la pomme qui tombe, mais se situe partout autour de nous, de la même façon, les faits sociaux environnent les individus et les soumettent à une influence invisible en elle-même. Donc, si vous avez compris que ce n'est jamais une force qu'on observe, mais les effets de cette force sur des objets matériels, alors vous avez compris en quoi les faits sociaux sont, pour Durkheim, une réalité agissante, bien qu'ils ne soient pas une réalité matérielle. La phrase la plus connue de Durkheim, celle par laquelle il introduit sa méthode, c'est de dire « il faut considérer les faits sociaux comme des choses ». Et ceux qui n'ont pas compris cette phrase, ou qui ont fait semblant de ne pas la comprendre, ont reproché à Durkheim de dire que les faits sociaux étaient des choses matérielles. Mais enfin, Durkheim n'est pas un idiot. Il sait bien que les faits sociaux ne sont pas des choses matérielles. De même que la gravitation n'est pas une chose matérielle. Mais ce n'est pas parce que la gravitation n'est pas une chose matérielle que la gravitation n'existe pas. Ce n'est pas parce que les faits sociaux ne sont pas des choses matérielles que les faits sociaux n'existent pas. Une chose, nous dit Durkheim, c'est ce qui peut se connaître du dehors. La chose, c'est ce qui possède une extériorité par rapport à l'esprit. Et c'est ce critère de l'extériorité qui fait que les faits sociaux doivent être considérés comme un objet d'étude scientifique. Si vous préférez, on ne peut étudier quelque chose scientifiquement qu'à partir du moment où cette chose se trouve face à nous, et non pas à l'intérieur de nous. C'est pour ça que, selon Durkheim, l'introspection n'est pas une méthode scientifique. Parce que, dans l'introspection, toutes les informations se mélangent. Les sentiments viennent se mêler à l'analyse. Et ça marche pas. On ne fait pas de la science sur de la subjectivité. On fait de la science sur de l'objectivité. Et l'objectivité, c'est littéralement ce qui existe comme objet. Ce qui existe indépendamment de notre esprit et de notre intériorité. Les faits sociaux existent en dehors de notre esprit. Ils sont une réalité extérieure aux individus, autrement dit, une réalité objective,
et à ce titre, ils sont éligibles au statut d'objet scientifique. Alors, pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce que Durkheim appelle un fait social, on va quand même donner quelques exemples. La langue que nous parlons, par laquelle nous communiquons les uns avec les autres, c'est un fait social. Rappelons que communiquer, c'est avoir en commun. La monnaie que nous utilisons, par laquelle nous interagissons sur le plan économique, c'est un fait social. Les traditions que nous partageons, les fêtes de Noël ou du Nouvel An, le 1er avril, le 14 juillet, ce sont des faits sociaux. Donc ici, j'ai pris des exemples de faits sociaux nationaux ou supranationaux, mais il existe des faits sociaux transfrontaliers. Par exemple, une religion, c'est un fait social. C'est un fait social puisque la religion repose sur des croyances communes qui débouchent sur des pratiques communes. Une mode, c'est un fait social. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle une mode. Au masculin, un mode, c'est une manière d'être. Au féminin, une mode, c'est une manière d'être collective. Et une mode, c'est quelque chose qui relie des individus partageant les mêmes goûts, partageant les mêmes codes, et qui va influencer leur comportement. Par exemple, leur comportement vestimentaire ou leur comportement linguistique. Et vous voyez là encore que tous les exemples que je viens de vous donner, ce ne sont pas des choses matérielles. Une langue, une monnaie, une tradition, ce ne sont pas des objets matériels. Ce sont des choses qui agissent sur les entités matérielles que sont les individus et qui se manifestent dans des usages et des comportements qui, eux, sont directement observables. Il y a donc le fait social et la manifestation du fait social à travers des comportements. Et le travail du sociologue, c'est d'étudier le fait social à travers les comportements par lesquels il se manifeste. Durkheim définit le fait social de la manière suivante, il écrit « Est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure, ou bien encore, qui est générale dans l'étendue d'une société donnée, tout en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles. » Vous remarquerez dans cette phrase l'expression « existence propre ». Ça, c'est très important. Dire que les faits sociaux ont une existence propre, c'est dire qu'ils existent au-delà de chaque individu qui le fait exister. Le propre d'un phénomène collectif, c'est de ne pas se réduire à la somme des agents qui le composent. Si je prends l'exemple de la police, c'est bien une corporation qui ne se réduit pas à la somme des personnes qui en font partie. La preuve, c'est que les policiers, ils se renouvellent. Quand les uns partent à la retraite, d'autres arrivent pour les remplacer. Si bien qu'aucun des policiers qui constituent aujourd'hui le fait social police n'en était membre il y a 100 ans. Et pourtant, il y a 100 ans, le fait social police existait tout autant qu'aujourd'hui. D'un point de vue sociologique, on dira donc que la police est un fait social qui existe au-delà des individus qui le constituent. L'une des caractéristiques fondamentales du fait social selon Durkheim, c'est son autonomie par rapport à ses incarnations individuelles. C'est son indépendance par rapport aux individus qui le constituent comme réalité temporellement déterminée. La phrase de Durkheim qui résume le mieux cette approche, c'est « Un tout n'est pas identique à la somme de ses parties ». Et il ajoute « Il est quelque chose d'autre et dont les propriétés diffèrent de celles que présentent les parties dont il est composé ». Et là, on touche véritablement au cœur de la thèse de Durkheim. Ce qui est vraiment pour lui le socle de sa démarche. À savoir que la combinaison des individus au sein d'un collectif produit toujours des propriétés nouvelles
par rapport aux individus qui composent ce collectif. Et que c'est cette production de propriétés nouvelles qui définit scientifiquement le fait social. Le tout présente des caractéristiques qu'on ne retrouve pas chez les membres de ce tout. C'est ce qui fait par exemple que lorsque vous vous retrouvez avec les membres de votre groupe, le groupe amis, le groupe famille, le groupe collègues de travail, vous allez parfois adopter un comportement que vous n'adopteriez pas nécessairement en tant qu'individu isolé. Vous allez fonctionner à l'intérieur de ce groupe selon les codes et les usages qui définissent le groupe. Et la conclusion qu'en tire Durkheim, c'est que les usages qui caractérisent un groupe ne sont pas les usages de chaque membre du groupe qui se trouvent coïncider comme par magie. Les usages des membres d'un groupe, ce sont les usages du groupe lui-même. Les usages propres au groupe en tant que groupe. Et ce qu'on appelle les phénomènes de groupe, ou les comportements de groupe, ce sont des comportements que les membres du groupe n'adopteraient pas en tant qu'individus à l'extérieur du groupe. C'est un phénomène sociologique. On pense immédiatement au supporter de foot qui va voir jouer son équipe au stade et qui, incorporé dans le groupe de supporters, va crier, va chanter, va insulter l'équipe adverse, parce que c'est comme ça que le groupe fonctionne. Alors attention, on prête souvent au phénomène de groupe des attributs négatifs, au sens où l'individu peut en venir à abandonner son libre arbitre pour se fondre dans la mentalité du groupe auquel il appartient. C'est ce qu'explique Gustave Le Bon dans son livre Psychologie des foules, qui tend à montrer que, noyé dans la masse du collectif, l'individu perd son discernement et tend à des comportements primitifs. C'est vrai. Mais l'appartenance au groupe, c'est aussi ce qui produit de la solidarité. C'est aussi ce qui produit de la communion. Et donc, pour revenir à Durkheim, c'est vraiment ça l'idée qu'il cherche à imposer, le fait que les faits sociaux produisent des phénomènes nouveaux qui ne se réduisent pas à la somme de ces éléments constitutifs. Le fait social est générateur d'usages et de comportements qui n'existent pas en dehors de ce fait social. En d'autres termes, le fait social est une réalité à part entière. Alors, si vous avez bien suivi le raisonnement de Durkheim, peut-être aurez-vous déjà deviné sa réponse à la deuxième objection. Deuxième objection qui consistait à dire que ce sont les individus qui créent les faits sociaux et non les faits sociaux qui façonnent les individus. Alors bien sûr, Durkheim ne nie pas totalement cette objection. Ce sont effectivement les individus qui créent les faits sociaux, au sens où les faits sociaux n'apparaissent pas tout seuls. Les faits sociaux ne tombent pas du ciel. Ils sont bel et bien créés par les hommes. Mais ce que dit Durkheim, c'est que les faits sociaux rétroagissent sur les individus. Qu'est-ce que ça veut dire que les faits sociaux rétroagissent sur les individus ? Bien, ça veut dire qu'en se formant et en se développant, le fait social acquiert une force. Et que cette force va faire pression sur les individus qui composent ce fait social. Durkheim l'écrit explicitement et dit « Les faits sociaux possèdent un pouvoir coercitif ». Qu'est-ce que ça veut dire coercitif ? Ça veut dire qui exerce une contrainte. Les faits sociaux exercent une contrainte sur les individus qui les pousse à se conformer au fait social. Et c'est pour ça que, finalement, la réponse de Durkheim à la deuxième objection découle de sa réponse à la première. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre en quoi les faits sociaux façonnent les individus si on n'a pas compris que les faits sociaux étaient des réalités extérieures et indépendantes des consciences individuelles. Les individus créent les faits sociaux, et en créant les faits sociaux, ils créent, sans le savoir,
une force collective autonome, désormais capable de les contraindre dans leurs usages et dans leurs comportements. On peut illustrer ça par une image très simple. Si vous vous associez avec d'autres personnes pour créer une entreprise, à ce moment-là, vous n'êtes plus seulement des individus. Vous devenez des associés, des co-sociétaires. Mais donc à partir du moment où vous devenez co-sociétaire, vous créez une nouvelle couche de réalité qui n'existait pas quand vous étiez tout seul. Vous créez des obligations. Vous créez des responsabilités. Et tout ça va s'incarner dans des comportements concrets. La location d'un local, des réunions de travail, un bilan comptable. Donc, quand vous créez une société, vous créez un fait social qui va avoir un pouvoir coercitif sur vous. Vous créez une pression sur vos épaules. La pression de devoir remplir votre fonction, de faire correctement votre travail, d'atteindre vos objectifs. Parce que derrière, il y a l'entreprise. Donc vous ne faites plus ce que vous voulez. En vous associant avec d'autres individus, vous avez créé une entité collective, un fait social donc, et ce fait social exige maintenant de vous que vous obéissiez à un certain nombre d'impératifs. En vous associant, vous avez produit un cortège de contraintes, un cortège d'obligations qui va faire pression sur votre comportement. C'est ça que veut faire comprendre Durkheim à ses contemporains, cette idée que ce que les individus créent s'étend au-delà de ce qu'ils ont créé. Et qu'il n'y a donc pas d'incompatibilité entre le fait que les faits sociaux soient le produit des individus et le fait que les individus soient en même temps sous la contrainte des faits sociaux. Et du coup, ce que dit Durkheim, ce n'est pas que les individus sont privés de tout pouvoir d'action ou de leur libre arbitre. Ce qu'il dit, c'est que les faits sociaux exercent une contrainte sur les individus et que si les individus cherchent à résister à cette contrainte ou à lui échapper, ils seront sanctionnés. On parlait tout à l'heure des phénomènes de groupe, de la pression du groupe. La pression du groupe, c'est une force coercitive. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible pour l'individu de résister ou de désobéir à cette pression. Ça veut dire que s'il le fait, s'il ne suit pas le mouvement impulsé par le groupe cherchera à s'imposer à lui. On trouve ça parfois, vous savez, dans les bandes d'amis à l'école, amis entre guillemets, quand on demande à celui qui veut faire partie du groupe de faire quelque chose qu'il n'a pas du tout envie de faire. L'enfant a alors le choix entre deux options. Soit il obéit au groupe, et il peut l'intégrer, soit il lui désobéit, et il en est exclu. Donc vous voyez que c'est plus compliqué que de dire l'individu n'a pas le choix. Non, ce n'est pas que l'individu n'a pas le choix. C'est justement qu'il a le choix, mais que ce choix a un coût. Un coût social. Ce n'est pas que les individus n'ont pas le choix, c'est que le fait social, parce qu'il possède un pouvoir contraignant, une force coercitive, cette force place l'individu devant un choix. La conformation au fait social ou la sanction. Le prix à payer pour résister à la force du fait social, c'est la sanction sociale. Et notez bien que cette sanction n'a pas besoin d'être physiquement violente. Elle a juste besoin d'être socialement efficiente. On va prendre un exemple. Imaginez qu'à partir de demain, vous décidez de payer tout ce que vous achetez avec des billets de Monopoly. Pourquoi pas? Vous avez le droit d'essayer. Bon, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bien déjà, il va se passer que les gens vont rigoler. Ils vont se moquer de vous.
Et si vous n'avez pas votre carte bancaire sur vous, il est possible que la police vous embarque. Ou que vous ayez à gérer le mécontentement du commerçant à qui vous devez de l'argent. Dans tous les cas, qu'il y ait sanction par la moquerie, par la loi ou par la violence, il y aura sanction. La sanction, c'est quand ça marche pas. L'argent étant un fait social, puisque c'est une réalité qui existe indépendamment des individus, et qu'en même temps, il ne jouit de son autorité que parce qu'il est utilisé par une masse collective, une masse qui le reconnaît comme possédant une valeur, eh bien si vous refusez de vous conformer à ce fait social, vous en paierez la sanction, à savoir l'impossibilité d'acheter quoi que ce soit. C'est là que se trouve la pression du fait social. Son caractère coercitif. Ce n'est pas qu'il vous force, c'est qu'il fait en sorte qu'il vous soit impossible de faire autrement. Même chose si vous décidez que désormais, vous parlerez à tout le monde en araméen. Là encore, vous pouvez tenter le coup. Vous pouvez même essayer d'en faire la nouvelle langue officielle. D'en faire un nouveau fait social. Il y en a qui ont réussi. Je cite. Le système de signes dont je me sers pour exprimer ma pensée, le système de monnaie que j'emploie pour payer mes dettes, les instruments de crédit que j'utilise dans mes relations commerciales, les pratiques suivies dans ma profession, fonctionnent indépendamment des usages que j'en fais. Comprennent les uns après les autres tous les membres dont est composée la société, ce qui précède pourra être répété à propos de chacun d'eux. Voilà donc des manières d'agir, de penser et de sentir qui présentent cette remarquable propriété qu'elles existent en dehors des consciences individuelles. Non seulement ces types de conduite ou de pensée sont extérieurs à l'individu, mais ils sont doués d'une puissance impérative et coercitive en vertu de laquelle ils s'imposent à lui, qu'il le veuille ou non. Sans doute, quand je m'y conforme de mon plein gré, cette coercition ne se fait pas ou se fait peu sentir, y étant inutile. Mais elle n'en est pas moins un caractère intrinsèque de ces faits, et la preuve, c'est qu'elle s'affirme dès que je tente de résister. Si je ne me soumets pas aux conventions du monde, si, en m'habillant, je ne tiens aucun compte des usages suivis dans mon pays et dans ma classe, le rire que je provoque, l'éloignement où l'on me tient, produisent, quoique d'une manière plus atténuée, les mêmes effets qu'une peine proprement dite. Ailleurs, la contrainte, pour n'être qu'indirecte, n'en est pas moins efficace. Je ne suis pas obligé de parler français avec mes compatriotes, ni d'employer les monnaies légales. Mais il est impossible que je fasse autrement. Si j'essayais d'échapper à cette nécessité, ma tentative échouerait misérablement. Alors même que je puis m'affranchir de ces règles, et les violer avec succès, ce n'est jamais sans être obligé de lutter contre elles. Quand même elles sont finalement vaincues, elles font suffisamment sentir leur puissance contraignante par la résistance qu'elles opposent. Il n'y a pas de novateur, même heureux, dont les entreprises ne viennent se heurter à des oppositions de ce genre. La pression du fait social, c'est ce qui fait que les individus se contraignent eux-mêmes à travers ce qu'ils créent. Il n'y a qu'à voir certains couples, dans lesquels le fait d'être en couple crée davantage de contraintes, pour ne pas dire de problèmes, qu'il n'en résout. Le couple, c'est un fait social dans la mesure où le couple crée une série de contraintes et d'obligations qui s'imposent aux deux partenaires et qui, s'ils ne sont pas respectés, entraînent la fin du couple. Donc vous voyez que quand Durkheim parle du pouvoir contraignant du fait social, c'est très concret. Et ce pouvoir contraignant, cette force dont Durkheim nous dit que plus on lui résiste, plus elle s'impose, ce pouvoir contraignant n'est pas nécessairement ressenti par les individus. Du fait que nous y sommes largement préparés de par notre éducation. L'éducation, c'est le processus d'intériorisation des faits sociaux. C'est l'un des points de convergence entre Durkheim et Freud, l'idée que les individus intériorisent les normes et les contraintes de la vie sociale à travers le processus éducatif.
qui fait que, bien souvent, on ne se rend même pas compte qu'une force contraignante plane au-dessus de nos têtes. On lui obéit par habitude. L'habitude, c'est ce qui habite nos usages. Alors c'est intéressant parce que souvent, on entend dire que la sociologie prouve l'existence d'un déterminisme social. C'est le sens du deuxième volet de la critique adressée à la sociologie, selon laquelle la sociologie nierait le libre arbitre des individus. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce que nous dit Durkheim. Ce que nous dit Durkheim, c'est que les faits sociaux sont dotés d'un pouvoir de contrainte lui-même facilité par l'éducation, et qu'il se traduit dans l'existence de phénomènes collectifs statistiquement observables. Mais ça, selon Durkheim, ce n'est pas la définition du déterminisme. Parce que le déterminisme, c'est une position philosophique. Or, la science n'a pas à se prononcer sur des positions philosophiques. La science doit se borner à étudier les faits. Et d'ailleurs, si vous lisez les règles de la méthode sociologique, vous verrez que la seule fois où le mot déterminisme apparaît, c'est justement dans une phrase où Durkheim écrit, je cite, « La sociologie n'a pas à prendre parti entre les grandes hypothèses qui divisent les métaphysiciens, pas plus qu'à affirmer la liberté que le déterminisme. » C'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'en faisant cette précision, Durkheim montre son attachement à l'objectivité scientifique. Il montre son refus que la sociologie bascule dans l'idéologie. Et ça, c'est fondamental. Basculer dans l'idéologie, ça signifie projeter sur un fait social la signification qu'on voudrait qu'il ait. Ça signifie extrapoler les résultats d'une expérience au-delà de son champ de validité. C'est quelque chose qu'on observe beaucoup à notre époque, le fait de recourir à la sociologie, non pas pour rendre compte des faits, mais pour étayer un discours. Non pas comme une science descriptive, mais comme un outil prescriptif. Un outil de diffusion d'opinion. Or, ce que dit Durkheim, c'est que lorsqu'on fait de la sociologie sans colmater l'encadrure idéologique de ce qu'on étudie, sans respecter ce que Max Weber appelait le principe de neutralité axiologique, à ce moment-là, on ne fait plus de la science. On fait autre chose. De la politique ou de la morale. Alors on peut trouver ça naïf de considérer qu'il soit possible de faire de la sociologie sans idéologie, c'est-à-dire de croire qu'on puisse s'extraire de ses propres schémas de représentation lorsqu'on étudie un phénomène social. Mais ce que dit Durkheim, c'est que c'est justement ça, le principe de la science. Se détacher de soi-même. Et que si on n'est pas dans cette attitude d'explorateur qui ignore tout de ce qu'il s'apprête à découvrir, alors on n'est pas fait pour la science. Le scientifique doit être en mesure de produire des démonstrations, pas des raisonnements, pas des intuitions intellectualisées. Ce que préconise Durkheim dans l'étude des faits sociaux, c'est une innocence épistémologique. C'est l'application d'une méthode rationnelle qui ne soit pas guidée par le désir de confirmation, mais par l'esprit de découverte. Voilà pourquoi il en appelle à une humilité de la recherche et à une conscience du caractère infiniment complexe de ce que le scientifique étudie. Je cite. « C'est à peine si nous entrevoyons de la manière la plus confuse, et souvent même la plus inexacte, les véritables raisons qui nous ont déterminés à agir et la nature de notre action. Déjà, alors qu'il s'agit simplement de nos démarches privées, nous savons bien mal les mobiles relativement simples qui nous guident. Nous nous croyons désintéressés alors que nous agissons en égoïste. Nous croyons obéir à la haine alors que nous cédons à l'amour, à la raison alors que nous sommes les esclaves de préjugés irraisonnés. Comment donc aurions-nous la faculté de discerner avec plus de clarté
les causes autrement complexes dont procèdent les démarches de la collectivité. Car, à tout le moins, chacun de nous n'y prend part que pour une infime partie. Nous avons une multitude de collaborateurs et ce qui se passe dans les autres consciences nous échappe. Notre règle n'implique donc aucune conception métaphysique, aucune spéculation sur le fond des êtres. Ce qu'elle réclame, c'est que le sociologue se mette dans l'état d'esprit où sont physiciens, chimistes, physiologistes, quand ils s'engagent dans une région encore inexplorée de leur domaine scientifique. Il faut qu'en pénétrant dans le monde social, il ait conscience qu'il pénètre dans l'inconnu. Il faut qu'il se sente en présence de faits dont les lois sont aussi insoupçonnées que pouvaient l'être celles de la vie quand la biologie n'était pas constituée. Il faut qu'il se tienne prêt à faire des découvertes qui le surprendront et le déconcerteront. Or, il s'en faut que la sociologie en soit arrivée à ce degré de maturité intellectuelle. Tandis que le savant qui étudie la nature physique a le sentiment très vif des résistances qu'elle lui oppose et dont il a tant de peine à triompher, il semble en vérité que le sociologue se meuve au milieu de choses immédiatement transparentes pour l'esprit. Tant est grande l'aisance avec laquelle on le voit résoudre les questions les plus obscures. Dans l'état actuel de la science, nous ne savons véritablement pas ce que sont même les principales institutions sociales, comme l'État ou la famille, le droit de propriété ou le contrat, la peine et la responsabilité. Nous ignorons presque complètement les causes dont elles dépendent, les fonctions qu'elles remplissent, les lois de leur évolution. C'est à peine si, sur certains points, nous commençons à entrevoir quelques lueurs. Et pourtant, il suffit de parcourir les ouvrages de sociologie pour voir combien est rare le sentiment de cette ignorance et de ces difficultés. Non seulement on se considère comme obligé de dogmatiser sur tous les problèmes à la fois, mais on croit pouvoir en quelques pages ou en quelques phrases atteindre l'essence même des phénomènes les plus complexes. C'est dire que de semblables théories expriment, non les faits qui ne sauraient être épuisés avec cette rapidité, mais la prénotion qu'en avait l'auteur antérieurement à la recherche. Pour Durkheim, la sociologie doit emprunter les mêmes chemins, elle doit recourir aux mêmes méthodes et exiger la même attitude que dans les sciences naturelles. Il est en cela l'héritier du positivisme d'Auguste Comte, le positivisme désignant le projet de ne s'en remettre qu'aux faits et de laisser de côté les hypothèses métaphysiques qui ne peuvent qu'entacher l'examen des faits. La question est de savoir, en sommes-nous capables ? Dès lors qu'on touche à l'humain, dès lors qu'on touche à la substance même de ce qui nous constitue, avons-nous le pouvoir de nous soustraire à notre propre subjectivité ? Kant écrivait que l'objectivité n'était une objectivité que du point de vue de notre subjectivité. C'était une manière de nous mettre en garde contre l'orgueilleuse illusion de l'omniscience, la plus dangereuse des ignorances, celle qui n'est pas consciente de ce qu'elle ignore. Durkheim croit dans la possibilité d'une objectivité scientifique, mais il se méfie de la tentation de l'omniscience. Il sait à quel point nous aimons trouver des explications toutes faites aux choses, et à quel point nos conclusions précèdent souvent nos raisonnements, à quel point nos raisonnements sont souvent les échafaudages de nos certitudes. Alors, si nous sommes tous soumis à cette tentation, si nous sommes tous soumis à ce désir de plaquer sur les faits nos propres certitudes, pour les faire triompher, ou pour nous rassurer, domestiquons cette tentation en nous rappelant que, face à celui qui croit savoir, c'est un pouvoir que de savoir dire « Je ne sais pas ». Je vous remercie.